Le confort dans l'habitat avec Promotelec. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Imo pour ce nouveau numéro du confort dans l'habitat. Chaque mois, vous le savez, on décrypte ensemble l'actualité, on vous donne des clés pour mieux consommer, plus économique, réduire votre empreinte carbone. Et ce mois-ci, on va s'intéresser à la rénovation énergétique et plus spécifiquement un mécanisme qui est le mécanisme des C2E, les certificats d'économie d'énergie. Car oui, c'est encouragé par l'Union européenne. Alors comment est-ce que cela fonctionne? Quels impacts? Qui doit les payer? Pour en discuter, nous allons décrypter cela ensemble avec nos deux spécialistes. J'ai le plaisir d'accueillir Florence Delette, la directrice générale de l'association Promotelec. Bonjour Florence. Bonjour Fabrice. Et Marc Gendron, qui est délégué général C2E à l'association technique Énergie Environnement. Bonjour Marc. Bonjour Fabrice, bonjour Florence. Bonjour Marc. Voilà, on est tous ensemble à la découverte donc de ces C2E, le confort dans l'habitat. C'est parti. Le confort dans l'habitat avec Promotelec. Beaucoup d'acronymes, encore une fois, pour cette émission, les C2E, l'ATE, l'association. On va vous donner la parole, Florence, déjà pour nous poser le sujet. Alors, qu'est-ce que sont ces certificats d'économie d'énergie ? Eh bien, ces certificats sont une mesure qui a été créée en 2006 en France. Et Marc discutera après de pourquoi, du comment. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une aide précieuse qui encourage la rénovation énergétique. Et vous savez très bien ô combien l'enjeu transition énergétique, et notamment avec les annonces la semaine dernière sur la réglementation 2020, donc qui encourage encore plus, qui donne des objectifs beaucoup plus précis sur la réduction de la consommation d'énergie et puis de notre empreinte carbone au quotidien. Et donc ces certificats d'économie d'énergie font partie d'une panoplie d'aides. Il y a des aides publiques, comme par exemple MaPrimeRénov', mais il y a aussi des aides privées. Et ces certificats d'économie d'énergie permettent de financer les travaux de rénovation dans votre logement. C'est même une obligation pour les fournisseurs d'énergie, c'est ça ? En effet, il y a les fournisseurs d'énergie, il y a tout ce qui est aussi fueliste, tout ce qui sont distributeurs d'énergie. C'est pour ça qu'on a des noms comme, bien évidemment, les énergéticiens les plus connus, comme EDF, comme Engie, comme Total, mais aussi les distributeurs de carburant comme Auchan, comme Leclerc, et puis aussi d'autres fuelistes. Alors on accueille justement pour décrypter le sujet Marc Gendron, le délégué général C2E à l'ATEE, l'association technique Énergie Environnement. Marc, un petit mot justement de l'association. Elle remonte, Florence a cité quelques noms, des Engie, etc. Elle remonte, l'association, à beaucoup plus tôt que ça. Ces grands ensembles n'existaient peut-être pas encore. Alors, ils existaient en partie tout de même, puisque effectivement la T2E est une association, donc loi 1901, qui a été créée en 1978 par Total, Gaz de France à l'époque, effectivement ça a changé puisque maintenant c'est Engie, et EDF. Et la finalité de cette association était de promouvoir l'efficacité énergétique au moment donc du deuxième choc pétrolier. Et donc l'idée c'était bien de travailler autour de l'indépendance énergétique de la France. Et donc l'efficacité énergétique, ça reste, et c'est vraiment dans l'ADN de cette association. Alors bien évidemment, depuis 1978, cette association, elle a grandi, elle a évolué, et aujourd'hui, elle est structurée autour de 7 pôles de compétences. Donc cette association, elle traite sur les sujets techniques et juridiques, des sujets biogaz, power to gaz, cogénération, maîtrise à demande d'énergie, stockage d'énergie, pyrogazéification et depuis 2005 donc des certificats d'économie d'énergie. Et donc j'ai moi-même le plaisir d'être en charge du pilotage de ce pôle de compétences C2E que nous appelons le club certificat d'économie d'énergie. Et donc certificat d'économie d'énergie qui découle d'une obligation des États membres de l'Union européenne. Tout le monde s'y conforme. L'objectif, je le disais en préambule, c'est de réduire notre consommation d'énergie. On le sait, c'est aussi notre avenir. Est-ce qu'il y a un objectif chiffré pour l'ensemble des membres et plus particulièrement pour la France ?
Alors, vous avez raison de le rappeler. Donc, les certificats d'économie d'énergie, ça dépend de la directive européenne sur l'efficacité énergétique. Pour faire simple, dans cette directive européenne, vous avez 2 articles principaux. Un premier article qui fixe pour chaque État membre, enfin, dans lequel chaque État membre doit fixer en fait un indicateur national d'efficacité énergétique. Et donc, la France a décidé de le fixer en matière de réduction de consommation à la fois d'énergie finale et d'énergie primaire. Donc on a une base qui a été fixée en 2005 et avec des économies d'énergie à atteindre à horizon 2020. Aujourd'hui, on est il va falloir accélérer encore les économies d'énergie si on veut vraiment atteindre les objectifs de cet article 3. Et parallèlement à ça, vous avez l'article 7 qui, lui, décrit les mécanismes d'obligation en matière d'efficacité énergétique. Et la France, donc, s'est fixée, au travers de cet article 7, la mise en place d'un dispositif des certificats d'économie d'énergie qui vise en fait, à atteindre 88% des objectifs qui sont fixés dans l'article 3. Voilà. Et donc, comme l'a dit Florence, cette directive européenne, ensuite, elle a été déclinée dans la loi française au travers de la loi POP en 2005, et elle oblige les fournisseurs d'énergie, donc les fournisseurs d'électricité, gaz, fuel et carburant, elle oblige ces fournisseurs à inciter leurs clients à mettre des actions d'économie d'énergie en place. Et cela, généralement, au travers d'une aide financière. On a ce qu'on appelle un rôle actif et incitatif, c'est-à-dire que pour valider leurs actions, les énergéticiens doivent montrer qu'ils ont eu un rôle actif et incitatif, c'est-à-dire qu'ils ont incité un bénéficiaire à passer à l'acte. Généralement, rôle actif, incitatif. Finalement, Florence, ça veut dire qu'on vient rémunérer des gestes vertueux en matière d'efficacité énergétique. C'est bien le sujet. Hein. Oui, tout à fait. Ce sont des coups de pouce pour encourager les rénovations dans le logement résidentiel. Et donc, vous avez une réduction sur votre facture quand vous avez un artisan qui, en plus, est inscrit RGE, c'est-à-dire qui garantit la qualité des travaux qui sont faits selon un type de matériaux utilisés. Et ça peut prendre des formes comme isolation des combles, isolation des planchers, changement de chauffage, etc. Tout ce qui permet de réduire la consommation d'énergie chez soi. Et en effet, en contrepartie, bien évidemment, comme vous le disiez, il y a une aide financière qui font que finalement votre facture sera moins lourde. Ouais, Marc Gendron, ça représente quoi en montant chiffré c'est quoi? C'est en centaines de millions, en milliards? Oui. Aujourd'hui, le dispositif il représente pour les fournisseurs d'énergie entre 3 et 4 milliards d'euros par an qui sont mis sur le marché pour faire vivre ce dispositif. Il faut rappeler que ce dispositif, il concerne bien évidemment le résidentiel, mais aussi le tertiaire, l'industrie, l'agriculture, les réseaux et le transport. D'accord, donc 3 milliards, c'est pas anodin. On a bien compris que voilà, une espèce de péréquation. Donc celui qui va par exemple utiliser la prime rénov demain, il peut être pris en charge jusqu'à 100%. Cependant, il y a quand même un coût pour les énergéticiens, je vais y arriver, qui doit être répercuté quelque part. Alors, il y a effectivement un coût du dispositif pour les énergéticiens et les énergéticiens répercutent le coût du dispositif C2E dans le prix des énergies. Aujourd'hui, il faut avoir en tête que sur un tarif bleu, c'est à peu près 5% du prix de l'énergie qui est lié au certificat d'économie d'énergie. Et sur le carburant, vous payez à peu près entre 4 à 6 centimes d'euros maximum par litre de carburant. Donc c'est loin d'être négligeable effectivement pour les énergéticiens, ce qui explique que les énergéticiens sont extrêmement vigilants, notamment dans la fixation des objectifs de chaque période du dispositif certificat d'économie d'énergie. Ce sont des périodes de 3 ans, je crois, hein, c'est bien ça? Alors, ce sont généralement des périodes de 3 à 4 ans, effectivement. Oui. Donc, globalement, l'État français va fixer un objectif d'économie d'énergie sur une période de 3 ou 4 ans. Ensuite, cette économie d'énergie, elle est déclinée par énergie. Ensuite, elle est déclinée par acteurs commercialisant l'énergie. Donc, plus vous avez des parts de marché importantes, plus vous êtes obligé de mettre en place beaucoup d'actions d'économie d'énergie pour générer vos certificats d'économie d'énergie. Et en fin de période,
l'État regarde, on a ce qu'on appelle une consolidation administrative. L'État regarde quels étaient les objectifs qui étaient à atteindre, quelles ont été les parts de marché de chacun des acteurs. Et en fonction de ça, soit les acteurs sont au rendez-vous, dans ce cas, les C2E sont effacés sur le compte de l'acteur, soit les acteurs ne sont pas au rendez-vous, et dans ce cas-là, ils doivent payer une pénalité de 15 € du mégawattheure Cumac, ce qui représente pour des gros obligés, des gros énergéticiens de type EDF, Total, Engie, plusieurs milliards d'euros de pénalités potentielles. Ouais, donc ils ont tout intérêt à s'y conformer. Et si je comprends bien, plus on est gros et plus on a un cahier des charges de ces C2E qui va être important. Alors, vous l'avez dit, bon, s'ils remplissent pas leurs obligations, pénalité et en espèces sonnantes et trébuchantes. Est-ce que Marc Gendron, du coup, il y a d'autres façons d'acquérir ces certificats d'économie d'énergie? Alors, les énergéticiens ont effectivement plusieurs façons de répondre à cette obligation de certificat d'économie d'énergie. Donc, la première façon, on l'a vu, c'est inciter les clients à mettre en place des dispositifs d'efficacité énergétique en payant en fait une partie des travaux ou une partie des équipements éligibles au dispositif. Ça, c'est le premier projet, première possibilité. La deuxième possibilité, on a des programmes qui sont signés par la ministre et qui permettent de valoriser des dispositifs C2E. Donc, au travers de ces programmes, les énergéticiens créent en fait un fonds financier qui est utilisé par un pilote du programme. Alors, je vais prendre un exemple assez simple à comprendre. C'est par exemple le programme Advenir, qui est un programme qui finance les infrastructures de bornes de recharge de véhicules électriques. Et donc, des énergéticiens EDF, Total participent à ce programme. Ils mettent quelques millions d'euros sur ce programme. Et vous avez une association qui s'appelle AVER, qui a fait un cahier des charges sur qu'est-ce qu'est une bonne recharge de véhicules électriques. Et quand un installateur installe une borne de recharge de véhicules électriques, par exemple chez une copropriété, il peut remonter son dossier à AVER, qui regarde les spécifications techniques de cette borne de recharge, et si elle est conforme au cahier des charges, elle paye 50% de cette borne de recharge. Voilà, donc ça, c'est un programme. Donc, il existe aujourd'hui 72 programmes qui traitent des sujets innovation, des sujets autour de la formation, information, et des sujets autour de la précarité énergétique. Ensuite, Florence, oui, excusez-moi, je vous ai coupé. Il reste, alors on le dit, donc déjà s'acquitter de ses obligations, participer à des programmes, on l'a dit, autre chose. Ensuite, vous pouvez déléguer une partie de votre obligation à un tiers, donc une société qui va se créer et qui va porter votre action et qui va devenir de ce fait obligée au titre du dispositif. Donc c'est ce qu'on appelle les délégataires. Donc vous avez aujourd'hui 32 sociétés délégataires qui produisent des C2E pour le compte en délégation, on va dire, d'obligations. Et puis ensuite, dernier sujet, vous pouvez acheter des certificats d'économie d'énergie sur le marché, puisque les certificats d'économie d'énergie ont une valeur papier. Donc vous avez un marché du certificat d'économie d'énergie qui est disponible sur la plateforme EMI, E2MY, avec un prix du certificat d'économie d'énergie qui tombe tous les mois. Et là, des acteurs peuvent vendre des certificats d'économie d'énergie produits et d'autres acheter ces certificats. Donc vous avez la loi du marché là qui joue pleinement. Une espèce de bourse finalement du certificat qui peut comme ça fluctuer. C'est une bourse du certificat d'économie d'énergie, oui. Ouais. On le voit, Florence, pour les énergéticiens, les obligés, c'est pas anodin, ça représente quand même des sommes assez considérables. Comment l'association Promotelec accompagne ce mouvement ? Le mouvement, on l'accompagne je dirais par rapport par nos actions en termes de communication et de conseils sur, bien évidemment, le thème global, qui est encourager, développer la rénovation énergétique. Alors bien sûr, Promotelec est dans le logement, donc c'est pour ça que je parlais plus du logement tout à l'heure que dans l'industrie, mais c'est vrai que les C2E s'appliquent à toute, aussi bien l'industrie que le tertiaire que le particulier. Et nous, c'est encourager, c'est aussi informer, conseiller. Comment monter un dossier C2E, comment avoir parmi toute cette panoplie d'aides, parce qu'il y en a quand même. Là aujourd'hui, on est très C2E, mais il est clair qu'il y a toute une panoplie qui vise toutes à encourager les travaux et
puis à faire bénéficier bien évidemment ceux qui font les travaux d'une réduction de leur facture. Donc nous, c'est surtout montrer que ça existe. Il y a aussi un site qui permet à chacun de s'y retrouver, qui est le site FAIRE, F-A-I-R-E. Je crois que l'adresse doit être faire.com, www.faire.com, et qui vous donne d'ailleurs toute la panoplie et le mécanisme pour avoir recours à ces aides. Je voudrais aussi préciser, Marc parlait donc des obligés, on a bien compris qui sont ces obligés, mais les obligés peuvent choisir l'aide, c'est-à-dire que entre les différents composants de ces obligés, qu'on soit électricien, énergéticien, fueliste et je sais pas comment on appelle les vendeurs de carburant, enfin voilà les centres de les distributeurs pétroliers, parapétroliers, distributeurs d'essence, oui. Voilà, ils peuvent choisir quel type d'aide et quel type de travaux aussi ils peuvent financer. Avec justement vous l'avez dit, l'arrivée de la RE 2020, un poids de la réglementation qui est de plus en plus présent, des nouveaux dispositifs. Est-ce que vous pensez que justement on va de plus en plus avoir recours à ces dispositifs C2E, etc. Ça va augmenter, ou du moins il y aura encore plus de demandes demain ou dans les années à venir? Je crois qu'il faut d'ailleurs faire beaucoup de communication, parce que si vous parlez à quelqu'un lambda des C2E, il y a fort à parier que la majorité ne connaîtra pas le fonctionnement et ni à quoi ça sert. Donc il y a vraiment un travail de pédagogie, de communication aussi, et pas seulement Promotelec, mais des uns et des autres, des obligés, mais aussi du gouvernement, pour encourager ces travaux qui de toute façon sont nécessaires, sont vitales si on veut atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone, si on veut aussi répondre à la nouvelle réglementation qui rentrera en vigueur en 2021. Et on a tous à s'y mettre pour vraiment faire de ces différents dispositifs un succès. Et puis peut-être qu'aussi y a-t-il, et je laisserai Marc échanger, à simplifier aussi certains mécanismes, donc peut-être dont les C2E qui sont quand même assez compliqués pour certains à mettre en place, ou du moins à constituer le dossier quand on est un particulier. Ouais. Une réaction, Marc, effectivement, ça pourrait être amélioré. Là, le dispositif, oui, tout à fait. C'est un dispositif qui aujourd'hui, somme toute, assez critiqué. La presse s'en est emparée, notamment au travers des fraudes, au travers des problèmes de qualité, de réalisation. Donc aujourd'hui, on travaille sur ce sujet. On a d'ailleurs une mission de la direction interministérielle de la transformation publique qui travaille sur ce sujet de simplification du dispositif, en intégrant et en passant en revue en fait l'ensemble des irritants sur le processus particulier et sur le processus artisan, de manière à voir comment on peut simplifier ce dispositif. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans les années à venir sur une meilleure utilisation, une meilleure compréhension du dispositif par les artisans et par les particuliers, et notamment en travaillant tout ce qui est dématérialisation, numérisation des pièces permettant de déposer ensuite des dossiers certificats d'économie d'énergie. Et puis, au-delà de ça, c'est tout le sujet de la qualité des travaux que l'on travaille avec notamment les fédérations FFB et CAPEB. Bien sûr. En tout cas, je rebondis à ce que disait Florence. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a toute une panoplie d'aides. Vous le disiez, il y a peut-être des gens qui ont entamé déjà des travaux, qui ont payé entièrement de leur poche, de leur denier, sans bénéficier de ces aides, alors que ils disaient peut-être j'y ai pas droit. Il faut donc absolument vérifier avec ces nouveaux dispositifs si on est éligible. Oui, tout à fait. Tiens, une dernière question, parce qu'on va arriver bientôt au terme de cette émission. Je me posais la question, on a parlé justement d'un dispositif européen. Comment on se compare par rapport à nos voisins, Marc Gendron? Est-ce qu'on est les bons élèves de la classe, ou au contraire on est les cancres derrière la classe, à côté du radiateur, puisque cette saison? Non, on est plutôt les bons élèves de la classe, puisque le dispositif existe dans d'autres pays, Angleterre, Luxembourg, Espagne, Grèce, Italie, Pologne, Autriche, Irlande, Bulgarie, avec des ambitions moindres en termes de dispositifs que celui de la France, et puis des dispositifs un peu différents dans certains pays. Je pense notamment à l'Italie, qui a un dispositif similaire au nôtre, mais uniquement sur l'industrie.
et avec au travers d'opérations, ce qu'on appelle des opérations spécifiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fiche d'opération décrite, c'est que chaque industriel décrit ses propres actions avec des mesures post-travaux, etc. Et puis à noter quand même que un pays comme le Danemark, qui était aussi sur le dispositif C2E, a décidé d'arrêter ce dispositif parce qu'ils ont considéré que c'était compliqué à gérer, que c'était coûteux à gérer, pas suffisamment efficace. Donc on voit qu'il y a quand même, parfois des questions qui se posent sur le dispositif. Aujourd'hui, le choix de la France, c'est de prolonger le dispositif probablement sur la période à minima 2022 jusqu'à 2025, en améliorant le dispositif. Parce que clairement, on considère quand même que c'est, vu d'un politique, c'est un dispositif qui est extraordinaire, puisque ça ne coûte pas un rond à l'État, hein, ce sont des aides privées, avec des montants significatifs. Donc, ça accélère réellement la rénovation. Ouais, c'est déjà. Si ça coûterait à l'État, surtout en ce moment, c'est plutôt pas mal, puisque de toute façon, on sait qui paye à la fin. Les enjeux 2020, 2022, 2025, on l'a compris, hein, passera donc par une dématérialisation, une numérisation, un meilleur contrôle de l'ensemble de la chaîne et de ces certificats d'économie d'énergie. On rappelle, Florence, donc le site. J'aime bien Florence parce qu'à chaque fois, on a une petite appli en plus ou un petit site à mettre dans ses favoris. Donc, c'est le site faire. Donc fire.gouv.fr. Il y a une appli en plus ou faut juste aller sur le site? Pas l'appli en tous les cas. Je suis désolée. D'accord, très bien. Il faut aller sur le site. En tout cas, écoutez, on en sait un petit peu plus sur ce sujet. Un grand merci à vous deux, Florence Delettre, directrice générale de l'association Promotelec, Marc Gendron, donc délégué général du club CE de la T2E. Je crois que j'ai tout dit. Merci à vous. On retrouve évidemment cette édition de Confort dans l'habitat en podcast. Merci à Théo Benambourg pour avoir réalisé cette émission et on se dit au mois prochain pour un nouveau numéro du Confort dans l'habitat. Le confort dans l'habitat, retrouvez cette émission en podcast sur l'appli Radio Imo et sur le site promotelec.com.